ce qu'on vient de voir là, comment ça se passe dans la réalité. Donc je demandais à Sylvie Deville de venir avec nous et de venir ici, à Pierre Trente aussi également, à Pierre Mbappé, à Véronique Marchand et puis à Magali Baton de venir devant un petit peu le public. Et on va commencer justement l'idée de commencer à rentrer dans vos expériences et nous donner un petit peu vos témoignages. Alors on va commencer par vous, Sylvie. Donc vous êtes entraîneur de natation synchronisée, vous avez été aussi athlète et actuellement vous êtes donc CTR de la natation. Vous avez vécu un coaching. Est-ce que vous pourriez nous décrire finalement comment vous êtes rentré dans ce coaching? Voilà comment ça s'est passé. Alors dans un premier temps, un a priori en me disant c'est intéressant, mais d'accord, je suis pas pourtant extrêmement négative, je suis plutôt positive, etc. Mais je sentais bien que là, il y avait quand même, pas un danger, mais moyen de se faire manipuler si on n'était pas prudent. Voilà, d'emblée. Alors, une envie, mais cette envie, alors, c'était quoi? L'idée, c'était de travailler sur quoi, finalement? Alors, c'est intéressant parce que c'est exactement ce que je me suis complètement retrouvée dans la description de Magali. Mon objectif, c'était vraiment une prise, un moment entre parenthèses, en plus un sas finalement, et c'est tout à fait ce qu'on a décrit ensuite, c'était vraiment ce que j'avais besoin. C'était un moment de sas, de réflexion sur ces pratiques, sur mon environnement, pour mieux en comprendre les mécanismes et aussi mieux comprendre comment moi je fonctionnais à l'intérieur de cet environnement. C'était vraiment complètement ça. Donc c'est pour ça que l'intervention de Magali m'a tout à fait parlé. Quand Magali dit, voilà, les entraîneurs se plaignent souvent d'avoir la tête dans le guidon, mais c'était tout à fait mon ressenti. Moi j'ai trouvé ça capital à un moment donné. J'étais vraiment très heureuse d'avoir ce recul, cette possibilité d'y réfléchir déjà. Enfin voilà. On pourrait dire sortir la tête de l'eau aussi alors chez vous. Complètement, sortir la tête du guidon, sortir la tête de l'eau, respirer juste un petit moment tranquillement. Quand on parle de respiration, c'est vrai que souvent rien que de placer la respiration, ça permet aussi, moi en ce qui me concerne, ça me permet au moment où je place la respiration, et ça m'est arrivé, de me dire bon bah là tu montes au balcon, tu respires tranquille et puis on va regarder autrement la situation parce que là ça part en vrille. Alors, on sent bien que ça peut faire du bien dans sa posture d'entraîneur. Est-ce que c'est efficace? Alors, c'est-à-dire pas efficace, qu'est-ce que ça apporte au niveau des résultats, au niveau de ce qui se passe au niveau sportif? Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça peut apporter quelque chose à ce niveau-là? À mon sens, oui, bien évidemment, parce que, en fait, ce qui est essentiel, c'est que quand on est entraîneur sur le terrain avec des athlètes, c'est exactement comme le coach qui est avec le coaché, il y a plein de phénomènes, il y a plein d'interactions. Et si on n'est pas au clair avec tout ça, forcément, ou même si on a un message mais qui n'est pas forcément, qui est dissonant avec ce qu'on pense réellement, ou alors qu'on n'est pas exactement au clair sur ses motivations personnelles, je crois que ça me paraît essentiel quand on entraîne, on est avec des athlètes, d'être tout à fait au clair soi-même avec ses motivations profondes. C'est-à-dire qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais, pourquoi je suis là, qu'est-ce que je cherche, est-ce que se poser la question si nous-mêmes on n'est pas en train d'instrumentaliser l'athlète à son profit. Ça joue sur l'athlète, la performance. Bien évidemment, parce que à mon sens, hein, parce que l'athlète il est plus lui-même, il devient l'objet de son entraîneur. Je crois que ça me paraît essentiel personnellement d'avoir cette réflexion. Important. Derrière, ça joue aussi sur la performance globale de l'athlète, de l'équipe. C'est important. Juste pour finir un petit peu par rapport à votre témoignage, quel conseil vous pourriez donner à un entraîneur qui souhaiterait se faire coacher? À la suite de votre expérience, qu'est-ce que vous pourriez donner comme élément? Choisir la bonne personne. Voilà, donc choisir la bonne personne, je pense, c'est s'assurer d'un maximum de garanties. Voilà. Elle l'a tout à fait décrit, Magali. Moi, je me suis dit, bah, ça, c'est génial. Quoi. Dans ma voiture, vous vous souvenez, je m'étais dit, waouh, c'est top, c'est génial cette histoire de coaching. Mais comment on fait pour trouver le bon, quoi? Voilà la question que je me suis posée. Et en définitive, après avoir entendu Magali, je me suis dit, bah, finalement, c'est simple. Bon, moi, j'ai eu cette chance d'avoir accès directement par mon réseau professionnel à quelque chose d'extrêmement sérieux.
Mais j'imagine que ça ne doit pas toujours être le cas. Donc s'assurer d'un maximum les conditions de sérieux, ça c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est l'ouverture d'esprit. Finalement, c'est pas avoir peur, puis à partir du moment qu'on est dans un environnement qui est sécurisé, ce qui était tout à fait le cas, allez, je suis honnête et je sors les trucs, j'y vais. Et je me pose les bonnes questions, je n'essaie pas de me réfugier derrière des fausses solutions, j'y vais, quoi, avec courage. Voilà. L'important, c'est l'ouverture, d'être capable d'aller vers ça, mais aussi chercher quelque chose de sérieux. Merci beaucoup Sylvie pour ce témoignage. Merci Marc. Je vais laisser la parole à Véronique Marchand, donc, qui est coach, qui a coaché Sylvie. Vous avez vous-même été athlète, entraîneur. Aujourd'hui, votre métier, c'est bien d'être coach, aussi bien dans le monde de l'entreprise que du monde sportif. Par rapport à ce qui a été dit avec Sylvie, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à justement le coaching dans ce qui a été présenté ici? Oui, j'ai eu la chance d'accompagner Sylvie. Donc, on n'a fait que 5 séances ensemble, hein, et ça fait plus d'1 an, je crois qu'on ne s'était pas vu. Donc, je suis contente parce qu'elle est autonome. Je viens de le constater. Donc, c'est le but du coaching, hein, c'est que la personne elle soit vraiment autonome et qu'elle trouve ses propres solutions. Vous voyez, elle monte sur le balcon, elle a son petit sas, elle s'auto-coach finalement maintenant. Donc, c'est vraiment le but, hein, c'est qu'il n'y ait pas de dépendance par rapport à ça. Donc, on a effectué 5 séances à raison d'une séance par mois environ. Donc, ça a duré environ 4 à 5 mois. Par rapport à ce qu'elle vient de dire, pour choisir son coach, moi je travaille principalement en entreprise. En général, il faut en avoir plusieurs. Hein. C'est comme qu'on va voir un psy. Moi, c'est pour ajouter ce qu'elle a dit, c'est d'aller voir plusieurs personnes et trouver vraiment la personne qui vous convient à vous. Donc ne pas hésiter d'avoir plusieurs personnes. Pour moi, le plus important, c'est la première séance. Hein. C'est le premier entretien qu'on a ensemble. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une relation de confiance qui doit s'instaurer. Une relation de confiance donc, et de confidentialité d'ailleurs. Hein. Donc je ne vais pas revenir sur le contenu parce que ça lui appartient. Et puis on est sous le sceau du secret professionnel. Par contre, sur la forme, je pense que si je pouvais rajouter quelque chose, ce contrat il est important parce que lors de cette première séance, qui est assez longue d'ailleurs, c'est là où on doit terminer vraiment le fil conducteur, en fait, l'objectif de l'accompagnement et les indicateurs de résultats. Donc savoir à quoi on verra que la personne a réalisé son objectif. Hein. Donc cette première séance elle est vraiment très importante. Son premier entretien, ça ne vous engage à rien. Hein. On peut très bien décider d'arrêter après cette séance si on n'a pas entière confiance l'un en l'autre, hein, parce que c'est un processus de changement, donc on saute ensemble. Hein, donc il faut que la personne ait confiance en nous, mais il faut aussi que l'on ait confiance dans la personne, dans sa démarche. Donc c'est vraiment ce lien qui doit être créé. On doit vraiment avoir confiance dans ce processus de changement, parce que bon, la personne, vous voyez, elle change quand même. Hein, donc on n'est pas figé sur des modes de fonctionnement. Au contraire, c'est vraiment l'ouverture, comme disait tout à l'heure Magali également. Donc, prendre du recul. Voilà, si j'avais un petit ajout à faire par rapport à ce qu'a dit Sylvie. L'important, c'est de la confiance qui se crée, mais aussi de tester, de ne pas hésiter à essayer, voir si ça passe. Des fois, ça passe pas avec un coach, ça peut passer avec un autre coach. Voilà, ça m'est déjà arrivé de refuser personne parce qu'ils n'étaient pas encore assez demandeurs, ils n'étaient pas mûrs à la limite pour cette démarche. Ils n'allaient pas faire les efforts parce que ça peut être... Pour certains, c'est très fatigant. Hein, parfois, au bout d'1 heure, on nous demande d'arrêter parce que c'est vraiment des questions que les personnes ne se sont pas posées, hein, parce qu'on tourne en permanence sur des croyances. Donc, c'est de sortir un petit peu la personne de ce mode de fonctionnement. Donc, ça peut être fatigant pour certains, ça peut être enrichissant pour d'autres. Chaque personne est différente. Il faut bien savoir qu'il n'y a pas... souvent, on me demande quels sont les types de problématiques. Chaque personne est différente, donc pour chaque personne, il y a une problématique différente. Donc on ne peut pas mettre des catégories. Il y en a qui vont travailler plus dans la communication, il y en a qui vont travailler plus dans le relationnel, il y en a qui vont travailler plus leur mode de fonctionnement. Donc il n'y a pas de règle en fait. Hein. Chaque personne arrive avec quelque chose. Et puis nous, on est là pour les suivre, pour les accompagner, mais on n'est pas là pour les tirer. Merci beaucoup Véronique. Alors on va enchaîner justement, on va passer après ce premier témoignage à notre premier pierre à l'édifice. On va avoir 2 Pierre ce soir. Pierre, vous êtes fait accompagner, mais sur un coaching un peu particulier, puisque c'est un coaching de groupe. De groupe, oui, absolument. Peut-être que vous pouvez vous présenter oui, bon, je m'appelle 30. Je travaille sur le club et aussi le pôle France de patinage artistique de Champigny-sur-Marne. Et effectivement, contrairement, mais par rapport à Sylvie, le coaching de Véronique
c'est porté non pas sur moi, mais nous sommes un groupe de 5 entraîneurs. Et donc son coaching s'est porté sur ce groupe. Voilà. Et je dois dire qu'il a commencé par se porter sur ce groupe d'entraîneurs auxquels ensuite sont venus se greffer des dirigeants de notre club et du pôle. Donc voilà, c'est un coaching collectif. Et est-ce qu'il y avait un contexte particulier pour que justement il y ait une envie de lancer un coaching avec cette équipe-là? Quel était le contexte finalement? Quel contexte était à ce moment-là de l'équipe d'entraîneurs? Le contexte, déjà nous avons eu une rencontre avec Thierry Maquet qui nous en a parlé. Nous, on n'avait pas spécialement de problème, on n'avait pas de problème de relation entre nous, les coachs. Voilà, donc a priori, c'était pas un besoin extrême qu'on exprimait au secours, on a besoin d'un coach. Non. Par contre, on avait bien conscience que on fonctionnait depuis 25 ans ou 20 ans, on avait notre système de fonctionnement et que, je sais pas, une voiture qui a 25 ans, je l'achète pas, donc le système de fonctionnement qui a 25 ans, j'ai peut-être envie de le renouveler un peu, d'en changer. Donc Thierry Maquet nous a proposé cette expérience. C'est là que nous avons rencontré Véronique. Et voilà, alors je ne sais pas, c'est peut-être un petit peu plus long, puisque toi Sylvie, ça a duré 1 an. Et nous voyons Véronique tous les mois, et ça fait 2 ans maintenant. Alors je pense que, sans penser qu'on est accro, mais je pense qu'on a encore besoin, par rapport à un certain nombre de choses, de continuer un petit peu de travailler avec elle, parce que finalement ça a été très très vaste, son champ d'investigation, son travail. Alors du coup, on est assez intéressé de savoir justement, qu'est-ce qui se passe quand on est une équipe qui se fait coacher? Comment ça se passe? On se voit donc 1 fois par mois. Les séances au départ, les premières séances, ça a été, on a fait un petit dessin, on a fait organigramme de notre club, du pôle, et puis on a mis des noms, des fonctions, des noms. On s'est aperçu, mais alors tout de suite, que par rapport à un certain nombre de tâches, c'était tout le monde qui faisait. Donc tout le monde, ça veut dire vraiment personne. Ou voilà. Ça nous a ouvert un truc terrible, c'est qu'on était complètement dans une non-organisation, que notre outil de communication principal, ça s'appelle les couloirs, l'entre-deux-portes, même si on a tous des mails, etc. Donc les premières séances, Véronique nous a aidés, voilà, à structurer un petit peu notre club, à donner des tâches à tout le monde. Et voilà, c'était d'abord une structuration. Dans un deuxième temps, on a travaillé sur la communication. Alors, qui dit à une personne un poste, une tâche ou un certain nombre de tâches, comment faire circuler les informations entre les uns et les autres. Quelqu'un a une tâche, à qui doit-il en informer dans la chaîne, etc., etc. Donc ça a permis une espèce de fluidité entre nous. Maintenant, on a à l'heure actuelle commencé vraiment à prendre des automatismes par rapport à un certain nombre de choses à faire. Je parle de choses qui sont en dehors de l'entraînement. Entraîner, ça, on n'a pas touché avec Véronique. On est dans l'organisationnel, parce que nous, on a été formés, on fait ça depuis, voilà, d'entraîner, de coacher, tout ce qui est autour. On n'a pas vraiment appris, ou alors on a pris nos mauvaises manies. Et même entre nous, voilà, on a pris nos mauvaises manies. Donc cette communication entre nous fait qu'on a éliminé la plupart des doublons, c'est-à-dire que 2 personnes qui font la même chose, et les ratés aussi, c'est-à-dire « Ah, mais je croyais que tu le faisais, ah oui, mais moi je croyais que tu le faisais aussi », donc juste personne ne l'a fait. Ça maintenant, c'est quasiment résolu.
Comment ça se passe? Le coach, il est quoi? Il est le chef de l'équipe, c'est lui qui gère les réunions, vous le faites sans elle. Comment ça se passe finalement? Vous la voyez en individuel, vous la voyez toujours en Non, on la voit, nous on est toujours en groupe. Comme disait Magali tout à l'heure, il n'y a aucun conseil. Il n'y a aucun conseil, il y a un appel à la réflexion. À chaque fois, finalement, c'est sous l'impulsion du coach, nous découvrons nos failles, nos erreurs, et nous trouvons les solutions. Elle nous guide, mais effectivement, sans nous conseiller. Et en plus, évidemment, sans nous dire qu'il faut faire comme ça. On n'applique pas des recettes que Véronique nous donne, évidemment. Donc voilà, c'est une espèce de, comme tu disais tout à l'heure, Sylvie, ça devient finalement une espèce d'état d'esprit. Pas forcément une recette, c'est un état d'esprit. Qu'est-ce que ça apporte alors du coup? Principalement, moi je trouve que ça a apporté une efficacité énorme. C'est-à-dire que déjà, ça nous a permis de redéfinir un peu les tâches de chacun. C'est-à-dire que chacun a pu, à l'occasion de cette un peu réorganisation, aller vers ce qui le motivait le plus et vers son meilleur savoir-faire. Donc on a vraiment une efficacité par rapport aux compétences de chacun et aux envies de chacun qui ont été redéfinies, et donc les rôles ont été distribués. Et puis je trouve que finalement on a beaucoup plus de boulot dans le même temps de travail. C'est-à-dire c'est pas... on est complètement... c'est le contraire de réunionnite et de passer des soirées à se réunir, paumer des soirées, et finalement il ne ressort rien. Voilà. Là on est dans l'efficacité, on perd moins de temps, on perd plus de temps, on sait à qui s'adresser, telle problématique, et en plus, nous, finalement, ça nous a aidé à communiquer entre nous, mais maintenant, la phase suivante, et c'est toujours un peu un problème pour un coach, c'est de communiquer aussi, finalement, avec les athlètes, avec les parents d'athlètes, avec les adhérents du club. Je prends une problématique très basique, mais nous trouvons qu'il est de plus en plus difficile d'emmener des enfants d'un club de loisirs à enclencher la compétition, l'entraînement. Ça, ce sont des mots qui font peur. Les gens se disent on va y passer des week-ends entiers, et puis la scolarité, etc. Donc on est dans un travail d'affinement de la communication aussi par rapport à ça. Et d'ailleurs, je suis vraiment en demande par rapport à ça. Sans jamais que ce soit des conseils, c'est vraiment vous laisser réfléchir à ça et trouver vous-même des solutions. Complètement. Et c'est pour ça qu'on les applique. Je pense que des conseils, on sort de la salle, on les a. Si ce n'est oublié, en tout cas, là c'est nous, et c'est nous de manière dynamique. C'est-à-dire que c'est le groupe qui trouve le conseil, qui trouve la solution. Et ça a permis aussi. On n'avait aucun problème de relation entre nous, mais voilà, les rouages sont vraiment beaucoup mieux huilés, ça fonctionne beaucoup mieux. C'est vraiment impressionnant par rapport à ce que vous disiez au début, c'est que vous n'aviez pas ça en tête, vous n'étiez pas forcément dans la demande, dans la recherche, parce que c'est un dysfonctionnement. Vous l'avez découvert au fur et à mesure. Oui, tout à fait, puis comme disait Magali Baton, en fait, au début de son intervention, le coaching, au départ, quand même, mon Dieu, quoi. Les trucs à la télévision, c'est vraiment un mot tellement fourre-tout, et les gens se font coacher pour tout, c'est la tarte à la crème en ce moment. Donc, nous, on n'avait pas de défiance, parce que vraiment, en plus, on trouve que c'est pas forcément une mauvaise idée pour un coach de se faire coacher, c'est comme pour un médecin de se faire soigner, c'est pas évident non plus. Mais on n'avait pas de défiance, mais voilà. Et donc là, on a découvert un peu tout ce qu'on ratait, quoi. Et donc on y a amené, on y a apporté, on a nos solutions grâce à notre coach. Merci. Eh ben, merci beaucoup, Pierre. Merci pour ce témoignage. Merci.
Alors je vais redonner la parole encore à Véronique, parce que dans ces deux expériences, dans ces deux témoignages-là, on voit bien finalement deux pratiques un peu différentes, le coaching individuel, le coaching d'équipe. Comment vous pouvez justement décrire la différence? Qu'est-ce qui fait finalement le mieux de l'un ou le mieux de l'autre? J'ai envie de dire, il n'y a pas tellement de différence en fait. Les techniques sont identiques, on utilisait même l'interaction, et puis là il y avait quand même du travail, donc je vais lui remettre quand même les louanges à l'équipe parce qu'ils ne savaient pas, mais c'est vrai qu'à chaque fois on creuse un petit peu et on découvre des choses, mais c'est pas grâce à moi qu'ils avancent, c'est grâce à eux. Je reviens comme tout à l'heure, on est vraiment là pour les accompagner, on les suit. Quelqu'un qui arrive et qui ne fait pas la démarche et ne fait pas l'effort c'est très actif en fait, souvent on peut faire des exercices au coaché, on leur demande pour la fois suivante. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qui se passe dans la séance, mais c'est ce qui se passe entre les séances, donc quand nous on n'est pas là, donc c'est leur travail qui est récompensé en fait. Donc souvent on a des exercices, chaque personne est différente, chaque groupe est différent aussi. Là c'est un groupe que j'ai envie de dire qui est en mutation au fur et à mesure, ça fait 2 ans que je les suis et je trouve qu'ils transforment, ils sont de plus en plus beaux, donc c'est assez sympathique à voir aussi, c'est notre reconnaissance, parce que pour rester humble, c'est vraiment leur travail par rapport à ça. Donc il n'y a pas vraiment de prérequis. Certains peuvent commencer un coaching d'équipe et après ressentir un besoin de passer en individuel ou inversement. À la limite, il faut voir la demande. Il n'y a pas, comme tout à l'heure, on n'a pas vraiment de règles par rapport à ça. Donc, les deux sont passionnants à suivre et le but c'est qu'ils soient autonomes aussi et qu'un jour ils arrivent à s'envoler tout seuls. Donc les méthodes ne changent pas complètement, on fait un contrat, on a des séances, on a un engagement. Voilà, ça se passe un peu de la même façon. Donc c'est toujours le cadre qui est très important, toujours la forme, donc un objectif commun. Donc à un moment donné, on a déterminé sur le plan de l'organisation, une fois que c'était bien structuré, donc il y a une dirigeante qui est venue à un moment donné nous rejoindre parce qu'ils ont mis en place justement des organigrammes avec qui fait qui et qui fait quoi, donc qui étaient vraiment déficients dans leur structure parce qu'on ne savait pas trop comment ça se passait, donc elle a voulu se joindre à nous. Puis une fois qu'on a eu terminé, on s'est dit bon ben on arrête, puis on dit non, on a la com aussi à travailler, donc on est reparti sur un autre sujet, sur un autre objectif en fait, donc on a redéfini un autre objectif d'accompagnement, et puis après quand on aura terminé, bon ben on verra, soit on a terminé, puis on arrête, et puis ils seront comme Sylvie, ils seront autonomes, ou soit on va trouver autre chose, ou ils trouveront autre chose plutôt. C'est déjà fait. Ah, oui. Du coup, avec ce cadre, on a plein de projets, des choses un peu plus, je veux dire, ambitieuses, complexes à voir. Voilà. Mais bon, une fois que c'est terminé, l'organisation, on n'y revient plus, la communication, je pense qu'ils ont bientôt fini, on va pas y revenir, donc on passe à autre chose, on n'est pas toujours en train de remuer ce qui s'est passé. C'est vraiment quelque chose, on est vraiment dans le présent et dans le futur, donc c'est très actif comme méthode. Voilà. Alors, en tant que psy, parfois je suis amené à me poser la question de thérapie individuelle ou thérapie systémique par exemple. En tant que coach, comment est-ce qu'on se positionne à proposer soit un coaching individuel ou soit un coaching d'équipe? Ça dépend du contexte en fait. Bon, la Sylvie s'est présentée toute seule, donc c'était du coaching individuel. Là, c'était avec Thierry Maquet dans le cadre du Conseil général du 94 de SSPP. Donc à la base, c'était prévu que je fasse que des coachings individuels, et puis c'est eux qui ont souhaité que ça se passe en équipe. Donc c'était leur demande, donc voilà, on est là pour répondre à leur demande et les accompagner au mieux. Ça dépend aussi des demandes. Ça dépend d'eux principalement. On est là pour les accompagner sur leur objectif, sur leur demande. Donc c'est pas à nous d'imposer. Comme on ne donne pas de conseils, on n'impose pas non plus. Merci beaucoup Véronique. Et puis donc on va passer à notre dernier témoin. Pierre Mbappé, vous êtes entraîneur de football, vous avez aussi été joueur de foot niveau national. Vous vous êtes fait accompagner et notamment dans l'idée de cet accompagnement dans un sport collectif. On va essayer de voir un petit peu peut-être s'il y a des choses en particulier ou si au contraire on retombe sur les mêmes principes. Pour vous, c'était quoi le contexte? Qu'est-ce qui vous a poussé finalement à lancer cette démarche? Alors bonsoir à tous. Alors moi, ce qui est assez paradoxal, c'est que j'étais venu dans un premier temps pour le groupe, et je ne pensais pas du tout à moi. Donc je ne pensais pas du tout à moi, je me suis dit, bon bah, je vais aller faire, en fait, Magali travaillait à l'Unisport, elle s'occupait d'athlètes à l'Unisport de Levallois, donc elle s'occupait d'athlètes de haut niveau, elle faisait aussi des interventions sur le basket. Donc le basket à Levallois qui évoluait à l'époque en première division, si je ne me trompe pas, c'est ça? Deuxième division. Et donc on m'avait parlé un peu des interventions de Magali. Donc je me suis dit, le groupe rencontrait certains problèmes,
encore une fois, je parle le groupe, rencontrait certains problèmes. Dans ce moment-là, je me positionnais comme ça. Et donc, j'avais lu sur l'info de la ville que Magali intervenait. Je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas. Pourquoi pas, parce qu'on rencontre quand même assez de difficultés à marquer des buts, à en prendre, mais à en prendre surtout sur des erreurs individuelles, sur de la fébrilité. Quand on se retrouvait face au gardien, bah, on était fébrile, il se passait pas mal de choses avant la finition, et dès qu'on arrivait à la finition, on était vachement embêté. Et donc je me suis dit, bon, je vais aller voir Magali et on va voir ce que ça va donner. Mais je pensais, mais vraiment pas du tout à moi. Et donc j'arrive, premier entretien avec Magali, ça se passe très bien. Et comme moi je rejoins un peu les collègues, je me suis dit, il y a quelque chose qui s'est passé. Dès le premier contact, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai senti que ça pouvait être très intéressant, surtout pour mon groupe, encore une fois. Donc je sentais que ça pouvait être très très intéressant et c'était vachement pertinent et je me suis dit, bon bah, si ça peut les aider, surtout que les footeux, bah, hein, on va en parler, on en parle assez. Donc avec on est assez macho, etc. En plus une femme qui arrive dans un vestiaire d'homme. Attention, tout est filmé. Hein. Non mais c'est véridique, c'est un peu c'est foot, hein, c'est comme ça, c'est un peu difficile. Et donc Magali, on a eu cet échange et elle m'a dit, bon bah, je veux venir observer le groupe, je vais t'observer aussi. Et là je me dis, je prends un peu de recul, je me dis, mais je suis pas pour moi quoi, mais bon, je laisse faire. Et Magali est venue, donc elle a fait un exercice où là elle demandait un peu, c'était un exercice technique avec je préfère, j'aime, etc. Il fallait remplir. Donc les joueurs ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là, qu'est-ce qu'elle nous fait, etc. C'est un psy, on n'a pas besoin de psy. Et du coup, moi je remplis aussi donc le questionnaire. Et au fur et à mesure, on se retrouve à... Moi je commence à me dire, mais attends, mais j'ai l'impression que c'est moi qui suis avec les échanges de Magali, qui était plus dans l'observation, et ensuite c'était un miroir, quoi. Elle assistait beaucoup aux causeries d'avant-match, d'après-match, retour de match. Et séance, elle observait un peu les comportements des joueurs, mon comportement, et à partir de là, bon, bah, je me suis rendu compte que j'étais aussi concerné par ce qui pouvait se passer et que j'avais aussi un comportement qui induisait aussi des réactions, les réactions de mes joueurs. Donc c'est un peu ce qui a fait que finalement je me suis dit, je suis peut-être aussi concerné par cette affaire. Et alors finalement, vous avez travaillé sur quoi? Vous venez travailler sur votre équipe, enfin, je venais travailler sur votre équipe, finalement vous avez travaillé sur quoi? Je venais travailler pour l'équipe et finalement, même s'il y avait certains joueurs qui individuellement voyaient Magali, mais c'était sur des périodes, rien n'était défini, hein, c'est que Magali venait, il la rencontrait, ils avaient un échange parce que c'est encore une fois un joueur de foot qui va avoir un coach mental à l'époque, parce que ça remonte quand même à 5-6 ans. Ça pouvait être mal perçu, etc. Mais Magali avait ce recul nécessaire et elle a pu justement observer un peu mon comportement vis-à-vis du groupe et ce qui pouvait induire aussi cette ancienneté qu'on pouvait rencontrer par moment lorsqu'on était dans un match. Et qu'est-ce qui fait que ça bascule? Que justement à un moment donné vous dites, ça y est, c'est sur moi qu'il faut que je travaille. C'est quoi la différence? C'est quoi le déclic? Le déclic qui s'est fait surtout quand Magali m'interrogeait, me posait des questions et me reprenait sur mes retours de match ou mes causeries d'avant-match et aussi sur mes interventions durant les séances. Donc là, effectivement, elle me posait des questions et c'est vrai que j'insiste sur le fait qu'elle était, et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'elle était uniquement, elle n'était pas dans le conseil, fais ci, fais ça, c'est comme ça que tu vas faire pour réussir. Non, c'était plutôt un questionnement vis-à-vis de ce que j'avais dit. Elle me répétait carrément, bon bah là tu viens de dire ça, qu'est-ce que tu voulais dire? Bon, bah, moi je lui ai expliqué, je voulais dire ça. Mais tu penses pas que ça a été perçu de cette manière? Et là je me dis, ah bah oui, mais si je dis ça, etc., la perception des mots vis-à-vis d'un collectif, etc., etc. Donc j'ai trouvé ça très intéressant et je me suis dit, bon, bah maintenant je vais peut-être aussi, moi, changer, faire un peu plus gaffe et me dire que
peut-être que ce qui se passe, pas peut-être, mais forcément ce qui se passe aussi sur un terrain, c'est aussi parce que nous, entraîneurs, on a induit quelque chose. On apporte aussi des réponses qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. Donc, etc., etc. Donc, j'ai vraiment pris de recul en me disant qu'il y avait aussi un travail à faire vis-à-vis de moi. Donc à ce moment-là, le travail et le rapport avec Magali change. Vous rentrez dans le coaching à ce moment-là. Oui, mais ce qui est particulier, peut-être, je ne sais pas vraiment comment on travaille les collègues, mais c'est vrai qu'avec Magali, on était il y avait beaucoup d'observations et il n'y a pas eu vraiment d'échanges. Il y a eu des échanges perso, mais qui n'ont pas duré des heures et des heures. C'était plus sur... Comme on se voyait aussi régulièrement, on se voyait quand même assez régulièrement, donc c'était... moi, je ne pouvais pas trouver ça trop lourd. Je ne pouvais pas trouver ça lourd, puisque c'était des échanges de 20 minutes. Après la séance, avant la séance. Au moment où Magali me glissait 2-3 mots avant ma causerie, après la causerie, etc. Après le match, ce que j'ai pu dire après le match. Donc c'était des échanges pas trop longs, donc voilà. On entend que c'est important, tout à l'heure on disait que ça n'a pas fait perdre du temps, au contraire, c'est pas que ça me fasse prendre trop de temps non plus quand je le fais. Exactement, parce que je pense que si on a l'impression que ça nous fatigue, on a l'impression que ça nous apporte, à un moment donné, pendant 1 heure, et écouter quelqu'un, et en plus ici, commence à nous donner des conseils, je pense que là, c'était pas du tout le cas, c'était plutôt... moi j'avais un échange mais vraiment très très succinct, très rapide et j'incite aussi, on n'avait pas l'impression de perdre du temps, c'était vraiment pas une perte de temps. Est-ce que vous avez senti justement une valeur ajoutée à un moment donné? Oui, oui. Alors si on regarde le résultat de la fin de saison, j'ai envie de vous dire vraiment oui, puisqu'on est monté. D'accord. Alors qu'on était à l'époque, nous étions quasiment relégables, donc on a fait un parcours exceptionnel sur la deuxième partie, donc on est monté. Donc forcément, il y a eu un changement, mais aussi vis-à-vis de moi, je pense qu'il y a eu un énorme changement parce que autant je suis proche de mes joueurs, autant il y a ce recul vis-à-vis, ils ont énormément de recul, j'arrive à avoir énormément de recul, autant on est proche, mais autant il y a cette rigueur et j'arrive à instaurer une distance. Et où je vois le changement, c'est qu'aujourd'hui, Magali ne travaille pas avec moi, et j'arrive justement à avoir un peu de recul, et je sais que tout ce qu'elle m'a apporté, j'essaye encore de le mettre en œuvre, en misère, et j'essaie vraiment d'appliquer en tout cas tout ce que Magali peut apporter. On l'entendait tout à l'heure aussi, c'est quelque chose qui reste finalement. Un petit peu, Oui, c'est quelque chose qui reste parce que c'est une expérience que j'ai bien vécue. Et je pense que le groupe aussi, et pour parler du groupe, je pense que le groupe aussi l'a bien vécu parce qu'il y a 1 an de cela, j'ai un de mes joueurs qui me demandait le numéro de Magali. J'ai encore des joueurs qui me parlent encore de Magali. Donc c'est resté. Et je pense que ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que si on a un échange avec un coach, il faut vraiment en sentir la nécessité et de se dire qu'elle va nous apporter quelque chose. Merci beaucoup, Pierre Blateau, pour cette témoignage. Et là, je crois qu'on a, à travers ces 3 témoignages, différentes expériences, on commence à rentrer dans la compréhension vraiment de ce que c'est que l'accompagnement et le coaching. Magali, pour enchaîner par rapport à ça, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi, justement, cet accompagnement-là, ce coaching-là, il n'a vraiment rien à voir avec le coaching d'entraîneur? C'est pas l'entraînement. C'est quoi la différence, justement? Vous parlez d'heures de différence, on n'est pas un entraîneur. Je crois que les trois témoins ont répondu d'une voix commune. On ne donne pas de conseils. C'est-à-dire que c'est aussi ce que j'ai présenté, mais pour moi c'est quelque chose qui est essentiel. Ça peut être difficile parfois pour un coach de se dire la solution elle est évidente, il suffit qu'il fasse ça, mais quand même ça nous arriverait. C'est quelque chose qu'on garde pour nous. Et par contre, en questionnant, on va s'apercevoir que peut-être que ce qu'on pensait nous aussi comme a priori, c'est complètement en dehors des propos. Et de toute façon, ce qu'on va leur envoyer, eux, ils vont faire un cheminement avec. Donc, pour moi, il y a vraiment deux attitudes qui sont très différentes. Là, on a bien entendu du coup dans ces témoignages assez importants. Est-ce que vous auriez quelque chose à rajouter justement par rapport à ce qui a été dit par Pierre ou par les autres témoins?
Une petite précision juste par rapport à Pierre. En fait, la particularité, c'est que j'ai commencé avec son équipe, non pas en tant que coach, mais en tant que préparateur mental, parce que je fais aussi de la préparation mentale. Et c'est ce qui a fait aussi petit à petit, on a basculé, parce qu'avec lui, j'ai pas du tout fait de la préparation mentale. C'est avec un entraîneur, je crois que c'est beaucoup plus confortable de coacher un entraîneur que de faire la préparation mentale par rapport à lui. Donc voilà, peut-être ça. Après, le reste, je crois que ce qu'on a bien compris, c'est que les fondamentaux sont toujours les mêmes, quelle que soit les situations, que ce soit des sports collectifs, des sports individuels ou même du coaching d'équipe. On retrouve toujours la même manière d'intervenir du coach pour aller, alors j'allais pas au même endroit, parce que chacun s'en est dans une direction qui leur était propre, mais en tout cas pour avancer. Voilà.